아니 나니 아니 나도 생각이 아이고 오늘 기쁘게 제가 너무 시도로 제가 너무 시도로 제가 한번에 기쁘게 이제 그래서 한번에 기쁘게 공부를 내가 생각하면서 너무 요 제가 너무 이거 이해하지 예지 너버들의 몸이 어려다 지지 김민지 지진은 많이 하다 지지가 하나 자본 그래도 너는 지진을 취재 담바다 서기 너무 몸이 어려 저기 공기 같이 잡아서 그게 따르고 보면 내가 나는 지금 맛에 배 나야 하는 지출이 쉬워 저 시부지 한번이 꼬다가 한번 내가 나가 또 지금 근데 또 꼬다가 또 나오지 이제 마시는 나가서 지금 나는 그거는 잘고는 또 나가 해야지 괜찮아 시간 이거지 나는 제일 나는 내가 가버려라 내 남은 나가고 같이 쟤네지 남이가지 앉으면 주 남이가 주면 통통다 치치치신 거 치치제단신 근데 뭔게 뭔가 많아요 뭔지는 뭐 지어요 좀 안에 그게 아도보다 지금 공부하는 거는 내가 방구당 치치서는 요사가 이만한 하나 시디에도 공간하는 방구 치고는 이제 아유 하는 거지 아마 기타로 무슨 거였지 내지 아버지 말씀이 봐도 되는데 우리도 지금 돈에 거의 아버지 자 내지 아버지 신선한 지금 아니 내가 지금 보이는 사이 아무도 나지요 이래 봐 이제 그 그건 이제 또 나도 도무지 아버지 말고 걸리만 보지 그건 나더라고 아니 가봐야 지금 아야 나가지 제가 내가 이 얼굴을 공부해서 뭐야 Dans cette troisième ligne, donc de ce huitième verset, donc lorsqu'il est dit Chunam Yuma Shepayi, donc reconnaissant donc tous les phénomènes comme en tant qu'illusion, en fait cela se réfère donc à la signification donc de la vacuité et de Shunyata. Et lorsqu'on aborde ce domaine et donc que l'on essaye de comprendre le sens de la vacuité, il convient d'être très prudent. De manière générale, à l'intérieur de tous les enseignements du Bouddha, il y a des nuances et des différences sur la manière dont est exposée la signification de la vacuité. Il y a des différences entre les écoles du petit véhicule et les écoles du grand véhicule. Donc, et il y a également à l'intérieur donc des véhicules des différences entre les diverses écoles philosophiques. Il y a par exemple même à l'intérieur donc du Mahayana des différences entre certaines donc écoles philosophiques telles que le bouddhisme chinois, le bouddhisme japonais, etc., et d'autres formes du bouddhisme qui ont donc des vues qui divergent sur le sens de la vacuité, et même donc à l'intérieur des quatre écoles bouddhistes tibétaines, il y a également quelques petites différences dans la manière dont la vacuité est commentée, est expliquée. Et il est très important, dans un premier temps, de ne pas, si l'on n'a pas tout de suite très bien compris, d'essayer de courir à droite à gauche, d'essayer d'écouter toutes sortes d'enseignements émanant de maîtres de ces diverses écoles pour essayer d'avoir absolument une idée de ce qu'est la vacuité, donc de courir un peu dans tous les sens et d'écouter des enseignements très divergents sur ce point.
car si l'on procède de cette façon, en fait, on finira par avoir uniquement un esprit extrêmement confus et on n'arrivera plus à comprendre quoi que ce soit. Et si on s'éparpille, en fait, à chercher trop à droite, à gauche une explication, à ce moment-là, on finira par être un petit peu comme un insecte qui se trouverait pris dans une toile d'araignée, et une fois qu'il est pris dans la toile d'araignée, il ne peut plus s'en sortir. Et il ne sera pas non plus souhaitable au départ de lire de très nombreux livres sur ce point qui également, au lieu d'éclaircir notre compréhension, risquerait beaucoup plus d'entraîner notre confusion, car sinon nous lisons donc des livres qui exposent en fait, des manières divergentes d'expliquer la vacuité. À ce moment-là, donc, cela ne pourra pas nous aider et entraînera seulement notre confusion. Il est de beaucoup préférable tout d'abord d'acquérir une certaine compréhension en suivant donc une certaine explication de la vacuité, et lorsque l'on aura vraiment acquis cette compréhension, que l'on aura vraiment médité dessus, que l'on en aura vraiment intégré la signification, à ce moment-là, nous pourrons approfondir la connaissance que nous en avons en essayant, en abordant les explications que d'autres écoles en donnent, mais même si nous ajoutons donc à notre compréhension première les divers commentaires ou les diverses explications qui sont données par les autres écoles philosophiques, il sera important de toujours garder comme base la première compréhension que nous en avons établie, de manière à ce que notre compréhension reste parfaitement stable et ferme et ne se transforme pas en confusion. La réalisation de la vacuité est en fait le meilleur outil, comme le meilleur instrument que l'on puisse utiliser pour couper la racine de tous les facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc lorsque l'on veut, par exemple, abattre un arbre, on a besoin donc d'un outil qui nous permette de effectivement le scier donc à la racine, ou donc au Tibet on utilisait une hache, et donc cette compréhension de la vacuité est vraiment le meilleur outil, donc comme le seul outil, le parfait outil qui nous permette donc de saper complètement, de couper donc à la base les facteurs perturbateurs de l'esprit. Et si nous voulons savoir si la vue sur la vacuité dont nous avons acquis la compréhension est bonne ou mauvaise, il convient de regarder si
le fait que nous la mettions en pratique nous permet ou non de réduire la force de nos propres facteurs perturbateurs de l'esprit. Donc, de manière générale, chaque maître qui expose une certaine vue de la vacuité va expliquer donc que cela est la vue juste, la vue correcte. Maintenant, si nous voulons en juger donc par nous-mêmes, il est important donc que nous jugions si notre compréhension de la vacuité nous permet vraiment de réduire la force des facteurs perturbateurs de l'esprit. Si par la mise en pratique donc de cette vue de la vacuité, nous voyons que effectivement les facteurs perturbateurs de notre esprit diminuent, c'est qu'effectivement cette vue est juste et correcte, mais si en mettant donc cette vue de la vacuité en pratique, nous voyons que nos propres facteurs perturbateurs ne diminuent pas du tout, alors c'est que notre compréhension donc, de cette vue est incorrecte. Soit que cette vue est incorrecte ou que notre compréhension est incorrecte. Illusion. Magicien. Et donc, comme il est dit dans le texte, donc tous les phénomènes, en fait, ne sont donc nous devons les comprendre comme étant des illusions. Et effectivement, donc tous les phénomènes sont comme les illusions créées donc par un illusionniste ou par un magicien. Et donc lorsqu'on en parle ici de magiciens, on se réfère donc à des gens qui, par l'usage de certaines méthodes, soit la récitation de certains mantras ou par certains pouvoirs, sont capables de faire surgir donc des illusions, donc des choses qui en fait n'existent pas du tout, qui sont des apparences totalement illusoires, mais qui peuvent provoquer certaines expériences, soit de plaisir ou au contraire de chagrin, dans les personnes qui observent, donc qui sont comme la proie donc, de ces illusions, qui regardent donc le spectacle de ces illusions créées ou suscitées par ce magicien. Et donc en fait, tous les phénomènes sont comme ces créations donc d'un magicien, donc bien qu'il n'existe donc en tant que dénomination, mais le fait qu'il ne soit que dénomination ou simple désignation n'empêche pas le bonheur et la souffrance d'exister. Il n'empêche pas que, bien que les karmas ne soient que désignation, cela n'empêche pas qu'il y ait des karmas favorables, des karmas défavorables, et donc le fait que tous les phénomènes ne soient donc que désignation n'empêche nullement leur existence et n'empêche pas les expériences et n'empêche pas donc le travail des agents et des actions.
Et donc, l'essentiel, c'est de réduire le désir, l'attachement, l'aversion et l'ignorance. Et ensuite, donc, le dernier verset dit donc Shempet Chimwale de Sho, donc comme puissais-je donc être libéré du lien de l'attachement. Et donc comme je libérerai, je briserai les liens donc de mon attachement, puissais-je donc me libérer des liens de l'attachement. Et donc, et donc, ici, pour attachement, donc nous avons Shempa, donc Shempa, qui est donc un terme assez général, donc pour l'attachement comme tout ce à quoi nous en fait, comme s'accroche. Et en fait, nous avons vu que dans tout au long de ces versets, en fait, l'un des principaux obstacles à combattre, c'est en fait l'attachement donc à nous-mêmes. Car c'est effectivement cet attachement à nous-mêmes qui entraîne qui est comme particulièrement donc comme pervers, qui entraîne donc tous les autres comportements négatifs, qui entraînent l'aversion, la haine, etc. et toutes les autres formes d'attachement. Et donc par conséquent, cet attachement donc à nous-mêmes, ce très fort attachement à nous-mêmes est comme le facteur négatif donc dominant qui entraîne donc les autres à sa suite. Et en fait et donc tous ces facteurs négatifs sont extrêmement liés entre eux, et étant ainsi comme entremêlés ou très intimement liés entre eux, ils nous entraînent constamment dans le cycle des existences. Et nous sommes de fait donc totalement prisonniers donc de cet attachement qui nous enchaîne au cycle des existences. Rinpoche donnait l'exemple, par exemple, lorsque quelqu'un attrape un poisson, donc pour le sortir, ou des poissons, pour le sortir de l'eau, ils le mettent dans une épuisette, c'était ça ce que vous voulez dire, ou un filet, enfin bon, donc, comme quand les poissons sont donc, pris dans un filet, en fait, ils sont tous comme amalgamés les uns aux autres, totalement prisonniers de ce filet, sans pouvoir donc s'en écarter et s'en échapper. Et nous sommes de la même manière comme prisonniers donc dans les mailles du filet du cycle des existences, dans lequel nous sommes principalement retenus donc par l'attachement à nous-mêmes, par cet égoïsme.
Et donc, c'est pourquoi dans ce dernier verset, il est dit donc Shempet, donc de l'attachement, Chinois, c'est le lien, ou comme donc ce qui nous enchaîne, donc le lien, et les, c'est donc de, donc la dative de provenance, de, c'est libérer, et chaud, donc puissais-je. Donc puissais-je me libérer du lien, donc de l'attachement. Donc c'est entendu de l'attachement à moi-même, donc qui m'enchaîne au cycle des existences. जितने कार्य है आने दिन तो खाओ ने किया तो मुझे दाल खाओ चाहिए तो मुझे दाल को होने को किया पानी में तो जो शान दो ना शान दो तो हां मा दुनिया में कितनी टेस्टी है ना को मुझे जो है चा मोसा या मेरा मोसा या तो कार्य है ना यही रो और फिर हां मा De manière générale, dans la pratique du dharma, il y a comme deux aspects donc essentiels. Il y a d'une part tout ce qui est pratique de la sagesse et d'autre part tout ce qui est pratique de la méthode. Donc, ce que nous avons vu ce soir concernait donc avait trait à la pratique de la sagesse, et tout ce qui précédait donc avait trait à la pratique donc de la méthode, notamment donc dans cette méthode de très nombreux aspects de la pratique sont inclus, tout ce qui concerne donc le développement de bodhicitta, tous les enseignements de l'Ojong en général, toute la grande majeure partie des enseignements du Lamrim, tout ce qui concerne donc les pratiques d'accumulation de mérite, de purification d'actions négatives, de prosternation, etc., et offrandes de mandala. Donc tout cela appartient à l'aspect donc de la méthode. Mais nous pourrions alors nous dire, mais puisque c'est en fait la réalisation de la sagesse qui réalise la vacuité, qui libère des cycles des existences, puisque c'est elle qui permet donc de triompher les facteurs perturbateurs de l'esprit, quelle utilité y a-t-il à, comme se donner tant de mal, à s'appliquer à la pratique de la méthode, à par exemple faire des centaines de milliers de prosternations, d'offrandes du mandala, etc. Donc on pourrait effectivement se poser ce genre de questions. 인생이 마음을 계속 커먹어 그걸 키를 괜찮아요. 키를 선발이 괜찮아요. 그래서 선생님이 키터기니까 나는 더 강선발한테 오늘도 키를 괜찮아요. 소사 대전이 아버지 만점 선발이 하고 하고 두기요. 선발이 하고요. 시가 가니까. 소사 대전 이거 지금 돈이 아버지 만점은 오늘 아저씨네 아버지 하고 그냥 가고요. Mais en réalité, donc, toutes les pratiques donc, de l'aspect de la méthode sont donc loin d'être inutiles, et elles sont même indispensables. Et à ce propos, et à ce propos, donc, il est dit dans le Bodhicharya Avatara, dans le chapitre donc sur la sagesse, que donc tous les autres aspects, donc tous les aspects de la méthode, donc comme tous les aspects donc de la méthode, et donc si on peut comme synthétiser donc dans les 5 premières perfections, c'est comme Jimbatsu, Jimsubatsu, donc que l'on parle
dans l'ensemble donc de tous les aspects de la méthode, ou que l'on synthétise donc ces aspects de la méthode en donc les 5 premières perfections, parmi les 6 perfections, donc ces 5 premières perfections qui sont donc la générosité, la discipline morale, la patience, l'énergie diligente et la concentration. En fait, tous les aspects de la méthode sont enseignés avec la finalité de permettre la réalisation de la vacuité. L'objectif donc de tous ces aspects de la méthode, c'est d'amener à la réalisation de la vacuité. En effet, pour pouvoir réaliser la vacuité, qui est donc difficile à réaliser, il est indispensable de se consacrer avec beaucoup d'assiduité à des accumulations de mérite et à la purification, à une grande purification des actions négatives. Et c'est seulement si l'on acquiert suffisamment de mérite, si l'on purifie donc suffisamment toutes les empreintes négatives, que l'on peut arriver à une véritable compréhension de la vacuité. C'est pourquoi donc tous les aspects de la méthode non seulement ne doivent pas être négligés, mais ils sont également indispensables. Il est extrêmement important de bien comprendre cela, sinon on pourrait se dire qu'en ayant donc une vague compréhension de la vacuité, une certaine compréhension de la vacuité, on va se mettre à méditer, et qu'en méditant un petit peu sur la vacuité, immédiatement on va pouvoir se libérer du cycle des existences. Et donc si l'on ignore donc l'importance de tout l'aspect de la méthode, on risque effectivement de se fourvoyer en fait complètement en pensant que l'on peut comme ça presque du jour au lendemain réaliser la vacuité et se libérer du cycle des existences. Et donc, en fait, si nous appliquons correctement, ne serait-ce qu'à la mise en pratique d'enseignement de l'Odyong et à la mise en pratique du Lamrim, en fait, il est certain que si nous nous appliquons correctement donc à ces pratiques, nous pourrons véritablement atteindre l'état de Bouddha. Mais pour cela, donc, il est nécessaire que vraiment nous nous efforcions à ces pratiques et donc, que nous ne les prenions pas comme superficiellement ou à la légère, mais que véritablement nous nous engagions à ces pratiques. Donc, dans ces enseignements d'entraînement de l'esprit et de ces enseignements de la voie progressive, il y a en fait tout ce qui est nécessaire pour qu'un disciple puisse effectivement arriver à cette réalisation de l'état de Bouddha. Et donc nous n'avons pas à comme nous inquiéter peut-être de ne pas pouvoir étudier de très nombreuses autres choses. En fait, tout ce dont nous avons besoin pour la pratique jusqu'à l'état de Bouddha est là, donc dans les enseignements d'entraînement de l'esprit et de la voie progressive. Et si en mettant en pratique ces enseignements, nous n'arrivons pas au résultat escompté, si nous n'arrivons pas donc à la réalisation de l'état de Bouddha, ce n'est pas la faute de ces enseignements, mais c'est la faute de notre propre pratique qui n'est pas tout à fait correcte ou pas suffisante.
이 단계들의 진진들과 이제 말로 이제 아니요 지파들이 야버스들이 아주 세제같이 이 상황에 디스피시온 서버까지 시행하고 나 보고 담아지로 와 여자 일반에 잡고 담아지야 디스피시온 지체로 내가 만들다 나와요 이거 아니 아주 제일 아니지 신기해요 Donc, il y en a ce soir donc qui sont très nouveaux donc et qui donc arrivent à cet enseignement alors que donc Rinpoche est en train termine cet exposé donc de l'enseignement de Lojong. Et pour ces personnes nouvelles, donc bien sûr auront quelques difficultés, surtout il leur manque donc tout ce qui précède donc dans cet enseignement pour qu'elles puissent avoir donc un enseignement complet et qui leur permette donc d'acquérir une bonne compréhension de tout ce qui a été expliqué ici. Donc ultérieurement il y aura donc un polycopier, donc de la transcription donc de ces enseignements, et donc que ces personnes donc, qui n'ont pas pu suivre l'intégralité de l'enseignement pourront demander donc à Tardelin, et donc elles pourront donc se procurer, et il serait bon. Donc, et si elles ont des questions, à ce moment-là, elles pourront les poser donc aux anciens. Rinpoche pense que pour les plus anciens, pour ceux qui suivent donc ces enseignements depuis plus longtemps, il pense que cet enseignement donc du Lojong n'aura posé donc aucun problème de compréhension. Et donc, il serait bon donc pour les plus nouveaux, lorsqu'ils auront au fil donc de leur lecture donc de cet enseignement des questions qui surgissent, qu'ils profitent donc des réunions de débat qui sont faites donc à Tardelin tous les derniers jeudis du mois. Donc ils en profitent pour poser leurs questions et donc discuter des points qu'ils ont besoin d'éclaircir avec les plus anciens. Voilà. Anzi, Kamatini, Kamanale, Odimici, Ketchup, Tiana, Yes. Et donc, à présent, pendant... Et donc, Rinpoche a ainsi terminé son enseignement du Lojong, des 8 versets de l'entraînement de l'esprit. Donc à présent, pas pendant très longtemps, au maximum 5 minutes, Rinpoche. Si il y a des personnes qui ont quelques questions, à ce moment-là, vous pourrez les poser, mais ça tardera pas. D'accord. Tu tanya tamjes umbashi aniko kanditi kotan de tata ini di hako ya kitundala kon peti shagiwari ko pe digitu mundu te sonrenas pena una tu chita kuja se ya chiwari kuja na tu de ya kuja na tu kuya tonchi gala na tu te daya kitundala kuya te yare na tu te chele lanto hako re ine kanditi kuya mesaki inichi na ko te kuya te tonchi kachi ton kon kuya dans la madeke quand daya ki lux metel non patina c'est vrai ko kuya tonchi ko te kare ki kan chela kare ko hako video mare kita shinji amte kare ne te chashin do atungu shima to ko kuya tongi mare c'est de ça dont on a digéré.
Moi, tu dis que c'est correct à 75%. Moi, tu dis que c'est effectivement très bien de réfléchir de cette façon, de prendre de nombreux exemples, de rechercher de nombreuses illustrations. C'est de cette manière qu'il faut faire. Et en fait, on pourra parvenir à la compréhension donc, de la manière dont les phénomènes existent en tant que simples dénominations en s'appuyant sur de très nombreuses illustrations, de très nombreux exemples de cas de figure. Donc et plus on essaiera de prendre d'exemples, d'illustrations, et plus cela aidera à notre Par exemple, donc en français, nous appelons la chose sur laquelle nous nous asseyons une chaise. donc ça c'est ma manière de dire. Donc, nous appelons donc cet objet une chaise. En tibétain, donc ça ne s'appelle pas chaise, ça s'appelle kupya. Et donc, lorsque nous voyons une chaise, nous français, nous disons c'est une chaise. Lorsqu'un tibétain va voir ce même objet, il va dire c'est kupya. Maintenant, si on dit donc à un français, est-ce que c'est kupya, il va dire non, c'est une chaise. Bon, et si on dit à un tibétain, est-ce que en tibétain, si on lui dit le mot français, est-ce que c'est une chaise, il va dire non, c'est kupya. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que lorsque le tibétain dit que ce n'est pas chaise parce que pour lui c'est kupya, est-ce qu'il a raison? Ou est-ce que si le français dit non, ce n'est pas kupya, c'est chaise, est-ce qu'il a raison? Et est-ce que cet objet est à la fois chaise et kupya? Donc est-ce que ces deux appellations sont justes, ou est-ce que l'une est juste et l'autre est fausse, etc. Donc c'est de cette manière qu'il est important de réfléchir. Il y a ainsi de très nombreuses manières de réfléchir et donc d'analyser, de prendre des exemples et de manière donc à développer sa compréhension de l'existence en tant que seule destination.
Mais dans une vie, ça, là, c'est une vie, qui est une vie, Et pour reprendre l'exemple que Rinpoche avait donné tout à l'heure, si par exemple une personne considère, donc si deux mêmes personnes considèrent une autre ou un objet, etc., et que l'une de ces deux personnes la considère comme bonne et que l'autre va la considérer comme mauvaise, est-ce que la personne est à la fois bonne ou mauvaise? Est-ce que celle qui la considère comme bonne a raison? Est-ce que la personne est bonne parce qu'elle existe telle qu'elle est perçue par la personne bonne, ou est-ce qu'elle est mauvaise parce qu'elle existe telle qu'elle est perçue par la personne mauvaise? En fait, ce genre d'exemple illustre également le fait que les phénomènes n'existent qu'en tant que désignation ou dénomination. Et on peut prendre également l'exemple de ce qui est beau ou de ce qui est laid. Lorsque deux personnes, par exemple, vont observer, considérer un même objet, il est tout à fait possible que l'une trouve cet objet extrêmement beau, magnifique, et que l'autre se dise « Oh non, c'est pas terrible, moi j'ai vu quelque chose de beaucoup mieux ailleurs, etc. » Et donc que ces deux personnes ne voient pas du tout cet objet de la même façon. Et donc à nouveau, est-ce que cet objet peut être à la fois beau et laid, ou bien est-ce qu'il est beau tel qu'il est perçu par l'une, ou bien est-ce qu'il est laid tel qu'il est perçu par l'autre? Et en réalité, lorsque nous faisons également donc ce genre de réflexion, nous nous apercevons que l'objet, de son propre côté, de lui-même, il n'est ni beau ni laid parce qu'il n'est en fait qu'une dénomination. Dieu dit qu'il va donner un exemple, il s'excuse, ce n'est pas un très bel exemple, mais il pense que c'est quand même un bon exemple. Donc, si nous prenons l'exemple d'excréments, donc lorsque nous, en tant qu'êtres humains, si nous voyons des excréments, bien sûr, nous trouvons ça tout à fait dégoûtant, repoussant, malodorant, tout ce qu'on veut. Mais lorsqu'un porc, en fait, voit donc des excréments, pour lui, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Il se précipite comme si c'est... pour lui, c'est comme la chose la meilleure qu'il puisse trouver, qu'il puisse rencontrer et trouver à manger. Et donc, en fait, qu'est-ce qui est juste? Est-ce que c'est notre appréhension, la manière dont nous percevons les excréments comme quelque chose de totalement repoussant, ou bien est-ce que c'est la manière dont le porc le perçoit comme la meilleure nourriture qui Et donc ainsi, le propre ou le sale, ce que l'on
perçoit, nous conçoit comme étant propre ou sale, donc de la